Bonjour Claire Martinet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice du développement durable du groupe Renault. Quelques chiffres pour poser le décor en quelque sorte. Le groupe Renault, c'est plus de 156 000 collaborateurs, 150 entités réparties dans 38 pays, chiffre d'affaires plus de 46 milliards d'euros et un résultat net de 967 millions. Voilà, on sait qu'on parle du groupe Renault, mais quand même, voilà ce que ça représente. Et voilà ce que ça représente quand le groupe Renault prend un virage et prend des engagements et des actions en matière de développement durable. C'est aussi ça qui va évidemment nous intéresser. Le développement durable qui fait partie intégrante de la stratégie. Et d'ailleurs, ça passe par une organisation adaptée. On va commencer par ça. Quelle est cette organisation ? Oui, alors c'est une belle question. Lorsque Luca De Meo a annoncé, notre directeur général, a annoncé son plan stratégique Renaulution en janvier 2021, il a dit qu'il allait y adjoindre toute une partie développement durable, ce qu'on a fait dans l'Assemblée générale qui a suivi au mois d'avril, et toute l'entreprise a suivi dans son organisation. Donc très concrètement, on a créé un département développement durable rattaché à la stratégie, ce qui fait que le département n'est pas en orbite, il est vraiment inséré dans toutes les décisions budgétaires, stratégiques, à la fois court terme et moyen terme pour le groupe. Donc ça, c'est de façon opérationnelle la façon dont on est rattaché. On a bien sûr un scope environnement, sécurité, inclusion que vous venez de mentionner, mais je crois qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Et ça se voit donc à tous les échelons de prise de décision du groupe. On reporte en comité exécutif, ce qu'on appelle Board of Management pour le groupe Renault. Et puis on a aussi fusionné deux comités au niveau du conseil d'administration, le Board of Directors. Auparavant, il y avait un comité éthique et RSE et puis un comité stratégie. Aujourd'hui, en conseil d'administration, on a un seul et même comité qui s'appelle, en bon français, Strategy and Sustainability. Voilà. Alors, je le disais en titre, il y a effectivement ces trois piliers qu'on va décliner: décarbonation, sécurité embarquée, inclusion. Il y a un modèle de voiture que vous citez pour symboliser en quelque sorte ces trois objectifs. C'est le nouveau Scénic Vision. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors, Scénic Vision, c'est un concept car qui est une vraie prise de position, en fait. C'est une déclaration au monde de ce que Renault, en tout cas, ce qu'un constructeur automobile, et Renault en particulier, peut faire en poussant les curseurs à fond dans les domaines donc de la décarbonation, de l'économie circulaire, de la sécurité embarquée dans les véhicules et aussi de l'accessibilité. Donc en fait, ce concept car, il concentre en fait tout le savoir-faire Renault et il pousse tous les curseurs à fond. Bien sûr, on ne peut pas le mettre à l'échelle aujourd'hui. Ce n'est pas un concept car qu'on peut photocopier en 3 millions d'exemplaires à la date d'aujourd'hui, mais il concentre en fait des objectifs qui, eux, sont prévus pour être déployés dans la gamme automobile qui arrive et dans les années à venir. Donc en fait, c'est une vision et c'est aussi une déclaration de ce qu'on peut apporter et comment on peut contribuer aux défis climatiques, de préservation des ressources et puis de préservation aussi de la santé et de la sécurité des usagers. Quand on parle décarbonation, quelques chiffres là aussi, diminution de 22% de l'empreinte carbone des véhicules depuis 2010 et donc, je le disais en titre, cet objectif 100% de voitures électriques d'ici 2030. Je voudrais qu'on commence par regarder ce qui a été fait. Comment vous avez réduit l'empreinte carbone des véhicules de 22% en une douzaine d'années ? C'est une très bonne question. Alors, cette empreinte que vous venez de mentionner, il est important de le dire parce que tout dépend de comment on mesure une empreinte carbone. Ouais. Celle à laquelle vous faites allusion là, c'est une empreinte carbone, ce qu'on appelle qui prend l'ensemble du cycle de vie. C'est ce qui est le plus important. Exactement. C'est une approche très globale qui ne s'arrête pas au pot d'échappement. En fait, une fois que, par exemple, vous faites un véhicule électrique, vous dites, c'est bon, j'arrête mes émissions, je suis à zéro. En fait, non, un véhicule électrique continue d'émettre lorsqu'on prend en compte l'ensemble de son cycle de vie, donc notamment les émissions liées à sa production, les émissions liées aux matières qui le composent, les émissions liées à l'énergie utilisée pour qu'il se meuve, donc l'électricité que vous mettez dans le véhicule, elle a une empreinte carbone, et puis les émissions liées à sa fin de vie, c'est-à-dire quand on le recycle, il y a des processus industriels, là aussi ça émet. Donc le 22% qu'on a annoncé, c'est ce 22%-là, c'est-à-dire c'est l'ensemble du cycle de vie de nos véhicules, depuis les achats jusqu'à la fin de vie, on l'a diminué de 22%. Et comment ? Voilà, alors j'y viens, mais j'avais ce petit détour pédagogique. Il fallait bien expliquer de quoi on parle. Je pense que c'était un sujet assez complexe, la décarbonation, et il est vrai que parfois on ne sait pas de quel périmètre on parle. Donc là, c'est vraiment le périmètre le plus global qui existe. On a eu un plan de décarbonation de nos usines qui a été très ambitieux et qui date d'ailleurs d'il y a 12 ans, de 2010, qui a été enclenché. Là, on pourra peut-être revenir dessus, mais il y a des leviers très précis pour décarboner les usines et qui s'attachent notamment à la décarbonation de l'énergie utilisée pour produire les véhicules. On a bien sûr tout un plan aussi d'électrification de notre gamme véhicule. C'est le levier le plus efficace aujourd'hui
comme on n'est pas complètement électrique, pour décarboner. Et là, on a une longueur d'avance parce que le groupe Renault, il a pris le virage de l'électrique dès 2013 en lançant la Zoé et avec toute une gamme aussi hybride qui permet de tirer comme ça les émissions de nos véhicules vers le bas. Et au total, ça fait 22%. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez identifié les matières, les composants qui provoquent, en fait, qui représentent l'essentiel de cette empreinte carbone. Je vais les citer. Alors, c'est un peu évident, mais quand même, acier, aluminium, polymère, composants électroniques, verre et pneus. Donc ça représente quoi? 90%, c'est ça à peu près de l'empreinte carbone d'un véhicule. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir prioritairement? Alors, ça représente 90% de l'empreinte carbone des matières du véhicule. Oui. Un véhicule, Oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je refais, voilà, exactement. Un véhicule, pour le décomposer clairement, en fait, les matières, donc ce à quoi vous faites allusion là, c'est à peu près 15% de l'empreinte carbone d'un véhicule. Ouais. On prend un véhicule en moyenne qui aujourd'hui est thermique. Donc 15% de l'empreinte globale, ce sont les matières. Ensuite, vous avez à peu près entre 1 et 2%, c'est la production. Ça représente 1 à 2%. Ouais. Et puis, à peu près 75%, entre 60, très exactement 73%, ouais. C'est l'usage. Donc à la fois l'empreinte carbone de l'énergie utilisée et l'empreinte carbone au pot d'échappement. Donc, les 15% pour les adresser de front, on a ces 6 matières que vous venez de mentionner qui représentent donc 90% de ces 15%. Pardon de l'arithmétique. Non, mais ça permet de bien comprendre. Donc c'est un levier, mais ce n'est pas le levier le plus efficace, si je vous entends bien. Aujourd'hui, en moyenne, dans le parc, ce n'est pas le levier le plus efficace, parce que le parc est encore thermique. Mais demain, lorsque le parc sera entièrement électrique, à compter de 2030, 100% des véhicules de la marque Renault seront 100% électriques. L'équilibre change. Il n'y a plus ce 73% qui est lié, ce 3/4 de l'empreinte qui est lié à l'usage, parce qu'en fait, tout le poids du carbone se déplace vers la matière qui pèse beaucoup plus, jusqu'à un tiers, voire la moitié, selon l'énergie utilisée du véhicule électrique. Donc vous anticipez, c'est ce que j'allais dire, pour travailler sur ces matières principales. Quoi. Exactement. Donc on a un double plan. Il y a celui auquel vous venez de faire référence, qui est le plan sur les 6 matières les plus contributives à l'empreinte carbone matière d'un véhicule. Et puis on a aussi un plan pour la batterie. Parce que là aussi, une fois qu'on passe à l'électrique, la batterie, c'est un petit peu la bête noire de l'empreinte carbone. Vous parlez d'une batterie verte, pardon de vous interrompre, une batterie verte, décarbonée et responsable. En lisant ça, je me suis dit, mais c'est possible, ça n'existe pas encore. Alors, il y a des ferments, il y a des débuts. Oui. Là aussi, on anticipe et on prépare parce qu'une batterie, elle est composée de minerais, tout le monde le sait, stratégiques, qui se trouvent difficilement et dont il faut sécuriser les volumes. Donc là, dès aujourd'hui, nous, on a une chimie de batterie qui est cobalt, nickel, lithium. Et donc, ces 3 minerais, on commence à sécuriser leur approvisionnement avec des contrats qui permettent de garantir que leur extraction et leur acheminement est responsable. Donc, notamment, on a fait des contrats avec Vulcan sur le lithium, avec Terrafame sur le nickel ou avec Managem sur le cobalt, qui sont donc des fournisseurs de minerais européens ou marocains, en l'occurrence pour Managem. Et donc là, on a une vraie visibilité sur les conditions de travail, sur l'énergie utilisée. Et donc, ce sont des minerais qui vont nous arriver le plus décarbonés possible et aussi ce qu'on appelle responsable, c'est-à-dire les conditions de travail sont tout à fait viables. Donc, voilà, c'est un peu ça, la batterie responsable dont vous parliez, et verte parce qu'elle est décarbonée. L'objectif, c'est moins 20% en 2025. Pardon. Non, mais allez-y. Avec quand même cette question, et vous y avez en partie répondu en disant que vous sécurisez l'approvisionnement, qui est la question, alors à moyen terme, d'alerte sur la ressource. C'est-à-dire est-ce qu'on en aura assez? Et d'ailleurs, ça pose une question sur le... Alors là, ce n'est pas du fait de Renault, c'est toute l'industrie automobile qui est contrainte de passer au tout électrique. Est-ce qu'on y arrive, tout simplement? Est-ce qu'on pourra produire suffisamment de batteries pour autant de voitures électriques sur le marché? C'est un vrai enjeu environnemental, parce qu'on se rend compte, et là il y a beaucoup de voix qui s'élèvent autour de nous qui le disent, que le défi climatique va de pair avec parfois une catastrophe écologique d'un autre ordre, qui est de l'épuisement des ressources. Et c'est pour ça que nous, notre stratégie de développement durable que je mentionnais tout à l'heure, elle embrasse ensemble à la fois la décarbonation et la préservation des ressources. Donc
c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc, notamment, par exemple, sur les minerais, ce qu'on met en place là, c'est que, et sur le cuivre aussi, qui est un autre composant extrêmement stratégique et beaucoup plus utilisé dans un véhicule électrique parce qu'il y a beaucoup plus de câbles en cuivre que dans un véhicule thermique. Donc, on tire un peu plus sur les ressources en cuivre de la planète que pour un véhicule thermique. On met en place des boucles courtes. Ce qu'on appelle des boucles courtes, ce sont en économie circulaire, c'est qu'on prend un déchet de fin de vie, donc du vieux cuivre d'un véhicule en fin de vie, des batteries électriques en fin de vie. On extrait le cuivre et les minerais. En boucle courte, on les traite avec des processus chimiques qu'on a aussi en partenariat avec Veolia et Solvay, par exemple, sur les minerais. Et on les réinjecte dans des batteries neuves ou dans des véhicules électriques neufs. Encore une fois, aujourd'hui, c'est au stade de ferment. Ce n'est pas, de démo. On a des entreprises qui le font. C'est industrialisé, c'est déjà à l'œuvre. Mais ce n'est pas encore à l'échelle pour le volume de véhicules électriques qu'on a aujourd'hui. Mais ça le deviendra dans les années à venir. Donc, on lance en fait cette dynamique. On a cette conscience-là que le tout électrique peut aller de pair avec un vrai problème de préservation des ressources. Et c'est pour ça qu'on a à la fois ce défi de décarbonation et le défi... C'est intéressant cette question de souveraineté finalement, parce que ça rejoint l'actualité avec, par exemple, les pénuries sur certaines pièces, les semi-conducteurs, la difficulté pour tout le secteur automobile simplement de produire des véhicules aujourd'hui. Là, c'est une période difficile parce qu'il y a eu plusieurs mois de baisse de l'achat de véhicules neufs pour tout le secteur. Comment je peux poser cette question? Comment prendre un tel virage stratégique majeur dans un contexte de difficulté? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est peut-être pas le meilleur moment pour engager une telle transformation. Enfin, vous n'avez pas le choix, mais ça doit être encore plus compliqué d'engager une telle transformation. Tout à fait. Il y a donc Luca De Meo, notre CEO, dit parfois que nous gérons collectivement chez Renault un paradoxe un peu ardu, qui est celui d'éteindre l'incendie d'un côté, parce qu'on a des pénuries très court terme, notamment sur des microélectroniques, des microconducteurs, etc. Et puis de l'autre, dessiner avec un crayon l'avenir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Donc oui, c'est extrêmement paradoxal, mais ces périodes de crise, elles peuvent être, vertueuses, dans le sens où c'est le moment où il est nécessaire de changer, qu'on peut le faire de façon globale. Et là, par exemple, nous, c'est ce qu'on a mis en place. On doit se tourner vers donc une gamme entièrement électrique pour la marque Renault, mais dans l'électrification de manière plus générale et dans l'économie circulaire. Eh bien, c'est aussi le moment de repenser complètement la façon dont on accompagne nos salariés. Et on a mis en place, par exemple, une structure qui s'appelle la Renault Université, qui fait... Alors, c'est pas un nom marketing posé sur une politique de formation RH, c'est un organisme certifiant qui accompagne des milliers de personnes, donc 2600 l'année dernière, 3500 cette année. Alors, pardon, c'est pas du joli français, on dit dans le jargon, on dit reskilling, upskilling, donc conversion et montée en compétences. Donc les gens changent en fait de travail pour qu'on les maintienne dans l'emploi chez Renault. Donc par exemple à Cléon, qui est une usine historique de fabrication de moteurs thermiques, on se met à y produire du moteur électrique et on maintient les gens dans l'emploi en les convertissant à la production de moteurs. Mais alors, à quel métier? Parce que je ne sais plus, il faut combien de personnes pour une voiture thermique et combien pour une voiture électrique pour produire ça, on passe oui, de alors 5. là, les statistiques varient selon les ONG et les études, mais nous, alors, ce qu'on met en place aussi, alors ça, parce que oui, c'est notamment la Fondation, il me semble, de la Nature et de l'Homme qui a fait une étude là-dessus qui dit qu'en fait, il faut moins d'emplois pour faire un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on s'étend le long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, certes, on convertit nos usines thermiques en usines pour véhicules électriques, mais en même temps, on crée d'autres pôles d'activité autour du véhicule électrique. Donc, par exemple, on crée une usine d'assemblage de batteries. Donc là, en partenariat. Donc ça crée de l'emploi finalement, même si l'emploi du thermique vers l'électrique peut parfois diminuer. En convertissant et en accompagnant les salariés, on arrive à être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur et à maintenir ou à avoir à créer parfois de l'emploi. Mais c'est des transformations profondes de métiers. Oui, c'est plusieurs mois de formation. Oui, alors nous on compte en heures en fait, parce que tout dépend de la façon dont la formation est faite. Mais par exemple, pour convertir une personne qui travaille sur la chaîne d'un véhicule thermique qui assemble un moteur, pour le convertir dans l'assemblage d'un moteur électrique, il faut compter entre 180 et 240 heures de formation. Et ensuite, il a un nouveau poste et il a de nouvelles compétences. Et bon, c'est aussi une attractivité pour lui, puisque le moteur électrique, c'est un peu le sens de l'histoire pour l'industrie automobile.
Donc, voilà. Alors, on en a déjà parlé dans une autre émission de cette Refactory, Oui. usine dédiée à l'économie circulaire. On est aussi dans la même logique de réinventer le métier. Alors ça existe depuis un peu plus longtemps quand même. Alors, la Refactory, là aussi, c'est assez emblématique. Elle est à Flins, qui est un peu un des poumons industriels de Renault historique, où on y a produit des véhicules assez iconiques comme la Clio. Donc c'est vraiment une espèce, enfin, dans l'imaginaire social français, même de l'histoire du droit du travail, Flins résonne énormément. Et donc nous, on a accompagné la conversion de cette usine vers une usine entièrement dédiée à l'économie circulaire, ce qu'elle sera à compter de 2024. Et donc cette transformation-là, elle se fait par de la montée en compétences, de la conversion de compétences, pour le coup dans l'économie circulaire. Donc ça peut paraître un peu abstrait comme ça, c'est quoi l'économie circulaire? Très concrètement, on apprend aux personnes à démanteler des véhicules, à valoriser les pièces qui s'y trouvent, et puis ensuite on a des activités autour de la réparation, la maintenance des véhicules en usage, la réparation, la maintenance des pièces pour les réinjecter donc dans des véhicules soit d'occasion ou voire même des véhicules neufs. Oui, c'est un peu le concept de mine urbaine qui est plus général et qui ne concerne pas seulement le secteur automobile, consiste à se dire on récupère des matériaux, le cuivre, vous en parliez tout à l'heure, pour les réutiliser. Je voudrais qu'on parle de sécurité embarquée maintenant. 30% des véhicules Renault vendus en Europe sont des véhicules e-tech. Ça veut dire quoi ça? Tiens d'ailleurs, c'est quoi un véhicule e-tech? Alors e-tech, c'est le nom ombrelle qu'on appose sur notre gamme électrifiée. Donc électrifié, ça recouvre à la fois donc le pur électrique, qu'on appelle donc voilà un véhicule électrique, et puis hybride. Donc hybride, c'est soit un plug-in hybride, soit un hybride. D'accord. Donc, donc ça, on est sur la nouvelle gamme. On est sur la nouvelle gamme. C'est vraiment l'électrification en cours. La sécurité embarquée, c'est quoi? Alors, c'est assez singulier chez Renault d'avoir fait de la sécurité embarquée un pilier du développement durable, parce que classiquement, elle n'y est pas. En fait, c'est une prise de position de Luca De Meo qui dit que, en tant que constructeur automobile, on ne doit pas simplement utiliser la technologie embarquée dans le véhicule, faire de la tech pour la tech. On doit vraiment l'utiliser dans un usage de sécurité. Ça, tout le monde le fait, bien sûr. Mais nous, on va au-delà des attentes un peu classiques du marché et des grands guides et principes qui régulent la sécurité. Je ne sais pas si vous possédez un véhicule. En général, quand on achète un véhicule, on regarde les étoiles NCAP qui en fait viennent pas décorer, mais disons récompenser, noter, évaluer le niveau de sécurité d'un véhicule. Nous, bien sûr, on y répond, mais on va au-delà. Et en allant au-delà de ces attentes, en fait, on a un engagement sociétal, parce qu'en fait, on va au-delà des attentes, et donc du coup, on cherche à préserver et à faire de la sécurité réelle. Et concrètement, c'est quoi? On a étudié les causes de mortalité sur les routes en Europe. Tous les ans, en Europe, il y a 23 000 personnes qui meurent sur la route. Il y a 3 causes principales. Parce qu'en fait, il n'y a pas le même pareto des causes selon les régions du monde dans lesquelles vous vous trouvez. On ne meurt pas sur une route au Brésil ou au Vietnam pour la même raison qu'on meurt en Europe. C'est un petit peu sinistre ce que je vous raconte, mais c'est important d'avoir une approche scientifique. Il faut analyser ça pour pouvoir améliorer la sécurité. Voilà. Donc, pardon, la sinistrose, mais les 3 causes principales qui, en fait, opèrent sur les routes en Europe, c'est d'abord la vitesse excessive ou inadaptée. Ensuite, vous avez la distraction, donc un téléphone, vos enfants à l'arrière. Et puis, enfin, vous avez la consommation de substances ou de médicaments qui altèrent les capacités cognitives. Bon, ce qu'on appelait le Safety Coach, qui est notre package de sécurité embarquée, qui est notre pilier de développement durable, il adresse ces causes-là en agissant sur le comportement du conducteur dès l'amont. C'est-à-dire que la plupart des équipements de sécurité embarqués aujourd'hui, ils vous avertissent 1 à 2 secondes avant le risque, en fait. Quand un scooter arrive, ça fait bip-bip, quand vous avez un obstacle qui arrive. Nous, ce qu'on appelle notre safety score, par exemple, crée des biais cognitifs pour que le conducteur ait une conduite plus prudente. Donc, en fait, il vous note et il regarde avec en fait, une intelligence embarquée dans le véhicule. Ce n'est pas quelque chose qu'on plug in, ce n'est pas un téléphone qui le fait, c'est dans l'intelligence embarquée du véhicule. Il évalue votre conduite et, par une logique en fait, d'accompagnement, permet de corriger en fait, sensiblement la qualité de conduite du conducteur. Donc ça, c'est le volet amont. On a aussi un volet pendant la conduite où en fait on remonte, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est dans le plan de déploiement, on remonte les zones extrêmement accidentogènes pour que vous soyez prévenus en amont de points noirs en fait sur la route pour vous dire bon là il faut que je fasse un petit peu attention, il y a eu beaucoup d'accidents dans ce virage ou beaucoup d'accidents à cet endroit de la route. Et puis enfin en aval, on a toute une batterie de mesures pour limiter, si l'accident est arrivé, pour limiter le dommage fait à l'intérieur du véhicule pour le conducteur et ses usagers.
Donc on a par exemple quelque chose qui est très singulier qui s'appelle le Rescue Code. Donc c'est un QR code qui a à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ouais. On a formé des pompiers dans 27 pays en Europe. Ils arrivent, ils scannent le QR code sur le véhicule. En fait, on ne sait pas, mais on n'extrait pas quelqu'un d'un véhicule électrique à la scie sauteuse comme on extrait quelqu'un d'un véhicule thermique. Et donc, dans ce QR code, il y a un manuel de désincarcération. Et donc, les pompiers arrivent à faire sortir la personne du véhicule en parfois la moitié, voire 2/3 moins de temps que dans un temps classique. Et donc, c'est dans cette fenêtre qu'on appelle la golden hour, qui est l'heure dorée, où on peut sauver des vies. Et donc, quand vous divisez le temps par 2 de sauvetage de l'usager, eh bien, vous sauvez des vies. Je voudrais qu'on termine avec la raison d'être de Renault. Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Peut-être pour évoquer le processus de fabrication, entre guillemets, de cette raison d'être, c'est-à-dire à quel point vous avez embarqué les collaborateurs de Renault, et quand il y en a, je ne me souviens plus du chiffre, 156 000. 156 000, c'est pas évident. Et puis surtout, comment ils se l'approprient, parce qu'on a fait une émission sur ce thème-là, de la difficulté de faire vivre la raison d'être dans une entreprise. J'aurais aimé que Jean-Dominique Sénoir soit sur ce plateau pour vous l'expliquer, parce que c'est un, comment dire, il l'embrasse à plein et il l'incarne de façon extrêmement active dans le groupe. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que au moins 1 à 2 fois par mois, il se rend dans soit des pays, soit des directions, soit des sites dans le groupe pour l'animer, l'expliquer, voir aussi comment est-ce qu'elle s'incarne dans le groupe. Et en fait, on a travaillé ensemble pour qu'il y ait un écho à la fois de valeur, de sens, mais aussi d'opération entre la raison d'être dont vous venez de citer un joli passage, et ce qu'on fait, nous, au développement durable, qui est une feuille de route opérationnelle où, concrètement, on l'incarne dans l'ingénierie. Par exemple, que la mobilité nous rapproche les uns des autres, c'est faire des véhicules abordables et qui soient accessibles à tous. Donc, en fait, on a fait cet écho-là pour que la raison d'être soit une ombrelle porteuse de sens comme ça et de valeur pour, de façon assez directionnelle, embarquer tous les salariés du groupe, et que de l'autre, la feuille de route du développement durable, concrètement, la traduise par des objectifs opérationnels de décarbonation, de pourcentage recyclé dans les véhicules, d'insertion au sein du groupe, de maintien d'employabilité. Donc il y a un écho et on est tout à fait... j'allais parler d'un partenariat, mais c'est pas exactement ça. En fait, c'était un prolongement. En fait, c'est un prolongement parfait entre la raison d'être et puis la feuille de route du développement durable, qu'on incarne aussi avec un comité des parties prenantes qui est animé par Jean-Dominique Sénard. Merci beaucoup, Cléa Martinet, d'être venue nous présenter ces actions en matière de RSE du groupe Renault. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas et la bonne idée du jour est celle de 20 au sol.